Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous les auditeurs. Guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien, victoire de Trump ou de Kamala Harris, mais aussi la mort de Nicolas et l'Europe d'aujourd'hui. Autant de sujets qui nous intéressent pour ce grand entretien avec Christophe Gomart. Bonjour Général. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Ligne droite. Vous êtes député européen Les Républicains depuis les dernières élections au mois de juin dernier. Vous êtes général, vous êtes ancien directeur du renseignement militaire. Vous avez servi 36 ans dans les armées françaises. Alors à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Thomas Perotto, un autre rugbyman de 22 ans, Nicolas, est mort d'une balle dans la tête, fusillade sur le parking d'une boîte de nuit, coup de feu. On n'est pas dans un western, mais en Ardèche, dans la commune de Saint-Péret, juste à côté de Crépol et de Romans-sur-Isère. Un drame de plus et une certaine passivité du gouvernement. Pourtant, on nous a dit la droite est de retour avec l'arrivée des LR au pouvoir. Est-ce que le duo Barnier-Retailleau vous redonne espoir d'une certaine manière? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront faire quoi que ce soit pour rétablir la sécurité en France? Alors c'est vrai qu'on assiste, et je crois que les mots sont même de Bruno Retailleau, d'une mexicanisation de ce qui se passe en France en matière de sécurité. J'espère, oui, qu'il se passera quelque chose, et j'espère qu'au-delà des paroles, il y aura effectivement des actes. Car les paroles, bien sûr, sont importantes. On voit bien derrière qu'il y a une vraie volonté de faire. Les actes, il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait effectivement un accord ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Il faut que ça aille plus vite. Est-ce qu'il faut avoir un parquet dédié comme le propose Bruno Retailleau? Je pense que ça serait une excellente idée d'avoir un parquet dédié comme on a un parquet antiterroriste, un parquet anti-trafic de drogue. Parce que on voit la situation totalement délétère, que ce soit à Marseille, on a vu cette fusillade à Poitiers, on voit à Grenoble, on voit dans beaucoup de villes de France dans lesquelles les gens ont peur et j'allais dire les trafiquants de drogue n'hésitent pas à utiliser les armes de guerre. C'est assez incroyable d'ailleurs. Et rien ne se passe, et rien ne se fait. Et tous les jours, on apprend dans les faits divers, ça n'est plus des faits divers. Maintenant, ça devient presque habituel. C'est-à-dire que je pense qu'il est temps, en effet, de réagir fermement. C'est ce qu'espère la population française, et c'est ce qu'il faut, en effet, faire. Alors vendredi, le ministre de l'Intérieur justement a pointé un point de bascule face au trafic de drogue après cette fusillade à Poitiers. Il a parlé effectivement de mexicanisation et aussi de narco-racaille. Est-ce que la lutte contre le narcotrafic, elle se joue aussi pour vous à échelle européenne, là où vous êtes? Alors bien sûr, oui, ça se joue au niveau européen. En fait, on voit bien derrière ça la faiblesse des pays européens, une espèce d'attitude un peu bisounours en disant tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. En fait, ça c'est pas vrai. On voit bien avec la montée du terrorisme, on voit bien la montée de l'islamisme, on voit bien la montée du trafic de drogue. Est-ce que tout ça n'est pas un peu lié? Sans aucun doute. Parce que derrière, c'est des sommes et des sommes d'argent. Et si les pays européens ne s'entendent pas entre eux, et c'est là où, à mon avis, Schengen est très intéressant, c'est qu'au-delà de permettre aux gens de circuler sans être contrôlés aux frontières, c'est surtout un lien entre les différentes polices pour que les polices puissent coopérer, collaborer ensemble. Parce que les trafiquants profitent effectivement des frontières ou des limites ou justement des trous dans la raquette pour, augmenter leur trafic. C'est ça, donc d'une certaine manière, Schengen pour le meilleur et pour le pire. On voit que face à l'afflux massif d'une immigration réellement hors contrôle, mais même face au traité de libre-échange qui menace nos agriculteurs, on se pose la question, est-ce que la souveraineté de la France peut coexister dans une Europe d'Ursula von der Leyen aujourd'hui? Vous savez bien que je suis pour la souveraineté de la France, bien évidemment. Et je pense qu'au sein d'une Europe unie, on a besoin de pays forts, d'États forts. Ça n'est pas une dissolution de la souveraineté française au sein d'une Europe, même si certains, et je le vois bien au Parlement européen, sont pour un fédéralisme. Au sein du Parti populaire européen, et comme sur la droite de l'hémicycle, nous sommes contre ce fédéralisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, les voix au niveau du Parlement européen sont majoritaires pour lutter contre un fédéralisme européen. Autant on peut en trouver à gauche, mais même à gauche, on trouvera des gens qui sont plutôt souverainistes, en tous les cas, qui ne veulent pas perdre ce souverainisme en France. Et donc, moi, je lutterai au Parlement européen pour ça, c'est bien évident. J'ai pas senti aujourd'hui que ces accords de libre-échange, évidemment, on se bat contre pour protéger nos agriculteurs. C'est dans le cas du Mercosur en particulier. On voit bien derrière que il y a certains poussent à ça. De fait, le libre-échange, c'est très bien. Mais le libre-échange, si c'est pour que nos agriculteurs perdent, que nos artisans perdent, que nos industriels perdent, eh bien à ce moment-là, il faut effectivement mettre des limites, mettre des contraintes pour empêcher effectivement cette perte de revenus de nos agriculteurs dont on sait bien qu'ils souffrent aujourd'hui énormément. Et vous pensez que c'est encore possible justement de restaurer cette souveraineté qu'on a sensiblement perdue sur bien des aspects?
Alors on a bien perdu, oui, vous avez raison, on a perdu sur certains aspects, mais on n'a pas perdu sur tout. La défense, je suis à la commission sécurité défense et à la commission affaires étrangères, on n'a pas perdu là-dessus. La défense n'est pas une compétence européenne. En revanche, tout ce qui touche à l'industrie défense relève en effet plus de l'Europe. Et donc il est nécessaire en effet de s'entendre entre pays européens pour permettre à une industrie de défense forte et puissante de pouvoir lutter contre l'industrie de défense américaine. On va justement parler de cette industrie de défense, mais avant ça, un dernier mot sur justement le Parlement européen. Avec le groupe Europe des Nations Souveraines, donc le groupe de Sarah Knafo, a vu 2 de ces amendements anti-immigration adoptés grâce à une large coalition des conservateurs jusqu'aux patriotes. On voit le fruit donc d'une union des droites, d'une certaine manière historique. À l'Europe, est-ce que vous partagez cette victoire ? Bien sûr, j'ai voté pour cet amendement, donc je ne vais pas dire le contraire. Je crois qu'au niveau du Parlement, d'abord le Parlement est beaucoup plus à droite qu'il n'était auparavant. Je crois qu'il y a des vrais débats, c'est-à-dire jusqu'à présent il y avait effectivement un cordon sanitaire qui était mis pour ne pas écouter les amendements proposés par justement les gens les plus à droite de l'hémicycle. Je crois que ça c'est en train de changer. Et je sais qu'un François-Xavier Bellamy, par exemple, n'a jamais tenu compte de ce cordon sanitaire. Et moi-même, je n'en tiendrai pas plus compte. Dès lors qu'un amendement est intéressant et dès lors qu'un amendement, j'estime, va dans le bon sens, effectivement, on votera pour ces amendements. Et donc, Sarah Knafo, en effet, peut se réjouir, et à juste raison, d'amendements qui ont été pris face à une gauche qui est vent debout contre, effectivement, un dialogue avec les partis de l'extrême droite. Et je pense que pour moi, il n'y a pas de cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'on doit discuter avec tout le monde. Et dès lors qu'on met des gens à part, eh bien, ça radicalise ces personnes. Et je ne trouve pas ça bon. Alors qu'on met les gens devant leurs propres responsabilités, en les écoutant, en écoutant ce qu'ils ont à proposer, en discutant avec eux. Ça me paraît effectivement beaucoup plus logique. C'est intéressant, ça veut dire que vous, effectivement, vous travaillerez main dans la main quand il le faudra avec les patriotes d'Orban et les autres. Bien sûr, en fait. Alors oui, ça dépend des amendements, ça dépend des textes, évidemment. Alors après, il y a tout ce qu'on raconte autour, c'est-à-dire qu'il y a toute la mousse, et puis il y a la réalité du travail en commission qui se fait, où les gens dialoguent. Et c'est très bien ainsi. J'étais en Ukraine avec un député du Rassemblement national, qui est donc dans le parti qui n'est pas le Parti populaire européen. Et évidemment, on discute, on partage des choses souvent en commun, on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est ainsi la vie politique. Et alors justement au Parlement européen, vous êtes vice-président, vous en avez parlé, de la sous-commission sécurité et défense. Quelles sont vos missions au sein de cette commission ? Alors cette commission, bien sûr, elle est là pour faire en sorte de développer une industrie de défense européenne. Certains derrière verraient bien effectivement une armée européenne. Ce pourquoi je suis contre, bien évidemment, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai écrit. Il n'est pas question de ça. Il est question, en revanche, que l'Europe se renforce sa défense, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'une Russie attaque l'Ukraine ? Une Russie attaque l'Ukraine parce qu'en fait, l'Europe est faible. Et pourtant, quand on additionne les budgets de la défense européens, c'est le 2e budget mondial. C'est-à-dire que le budget des États-Unis, c'est 880 milliards de dollars. Le budget de tous les États européens mis bout à bout, c'est 350 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, et derrière, la Chine, c'est 270 milliards d'euros. Donc en fait, on voit bien que l'Europe puissante, l'Europe peut être une puissance. Encore faut-il qu'elle le veuille réellement, encore faut-il qu'elle puisse développer cette industrie défense qui lui permette d'acheter non pas 15 modèles de chars différents, mais un seul, un ou deux véhicules de combat d'infanterie, non pas 5 ou 6 chasseurs de combat, enfin des avions de chasse, mais 1 ou 2, etc., etc. Donc on voit bien derrière que s'il n'y a pas cette volonté, en effet, de rassembler nos forces, de discuter entre pays européens, de créer des champions de la défense européens face à une industrie de défense américaine qui est largement gagnante dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, les pays européens achètent de l'armement aux États-Unis plus qu'ils n'en achètent en Europe. Et également un peu en Corée du Sud. Ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner une préférence à l'industrie de défense européenne. Et on a en Europe tous les talents. On a d'excellentes industries. Je vais ce matin à Euronaval voir effectivement nos industriels de défense. J'ai rencontré les grands, que ce soit Thales, que ce soit MBDA, que ce soit KNDS, Nexter, que ce soit Dassault, etc. Justement pour discuter avec eux et voir ce qu'il est possible de faire en termes, de dialogue avec d'autres industriels de défense européens pour créer des champions européens. Oui, il serait temps que les Allemands achètent effectivement français, notamment sur l'industrie par exemple, qu'américains.
Oui, alors pas que les Allemands, les Polonais. Les Polonais ont, j'allais dire, transformé, ils ont donné leur vieux matériel aux Ukrainiens et ils ont acheté américain. Oui. Et beaucoup de pays européens font ça, malheureusement. Alors, il y a 15 jours, le Parlement européen a accordé 35 milliards d'euros à l'Ukraine. 518 députés européens ont voté pour, dont vous, Christophe Gomard. Quand le RN et Reconquête ont préféré l'abstention, d'abord, est-ce qu'on sait à quelle fin sont destinés ces milliards et pourquoi est-ce que les Républicains ont décidé de voter pour ? En fait, c'est difficile de voter contre un pays qui a été agressé et un pays qui cherche à rejoindre l'Europe. C'est-à-dire, moralement, ça me semble difficile de ne pas soutenir ce pays, effectivement, agressé. Ces fonds, j'espère, iront effectivement aux Ukrainiens qui en ont bien besoin. J'étais à Kiev la semaine dernière. On voit bien derrière que cette population souffre. C'est un pays, malheureusement, qui a perdu 7 millions de sa population. 7 millions qui sont sortis d'Ukraine et qui se sont installés dans d'autres pays européens. Si vous comptez les centaines de milliers de morts et blessés, vous imaginez bien derrière, effectivement, la difficulté de ce pays. Donc, si c'est pour, en effet, aider les Ukrainiens eux-mêmes, l'Ukraine à résister et à tenir face à la Russie, je crois que aujourd'hui, il me semble, dans le dialogue que j'ai pu avoir avec les autorités ukrainiennes, que, évidemment, ils ne le disent pas de manière aussi ouverte que je vais le dire là, mais que pour eux, la Crimée et le Donbass sont, non pas définitivement, parce que rien n'est définitif dans l'histoire, mais sont perdus au moins pour un bon moment. En revanche, ce qu'ils ne veulent pas, et c'est assez logique, ils ne veulent pas capituler. Et je crois que l'Europe est là justement pour les aider à capituler. Même si je pense que l'Europe a joué un peu de manière hypocrite, voire un peu a menti aux Ukrainiens, en leur disant « on va vous donner l'armement, grâce à ça vous allez gagner ». Non, d'abord on est incapable de leur donner l'armement qui leur permettrait en effet de gagner. D'ailleurs, parce qu'on est incapable de le produire. Et c'est ça la vraie difficulté. C'est pour ça que mon travail au sein de cette sous-commission Sécurité et Défense est là justement pour dire aux Européens « mais produisons européens ». Produisons français, allemand, espagnol, italien, mais produisons européens, justement pour développer notre propre capacité. Arrêtons d'être un continent de consommateurs, redevenons un continent de producteurs. Parce que vous avez parlé effectivement des risques que les matériels ne soient pas utilisés à bon escient. Donc on l'espère évidemment parce qu'on pense au détournement d'armes dans ce pays qui est quand même l'un des plus corrompus du monde, d'Europe en l'occurrence. Et c'est vrai que la possibilité qu'elles se retrouvent non pas sur le front par exemple les armes, mais sur le marché noir ou dans les mains des mafias, voire du terrorisme, est-ce que ça c'est une réalité aussi ? Oui, c'est une réalité. On a bien vu, lorsque j'étais encore en fonction entre 2014 et 2017, donc en fait au début de ce conflit, on a bien vu le vrai risque, c'est ça, c'est que les mafias se mettent dedans et qu'un certain nombre d'armes tombent du camion, pardonnez-moi l'expression, et finissent ailleurs que là où elles devraient finir. Ça, c'est un vrai sujet. On l'avait bien vu à l'époque dans la guerre dans l'ex-Yougoslavie, dans les Balkans, où effectivement un certain nombre d'armes légères, en particulier, avaient fini dans les mains de mafias, dans les mains du grand banditisme. Et on voit bien aujourd'hui, pour revenir à votre première question sur le trafic de drogue, qu'un certain nombre de ces armes, sans doute, quand on voit les armes de guerre utilisées par les trafiquants, ces armes de guerre n'arrivent pas de nulle part. Elles arrivent bien d'endroits où il y a des conflits, où il est facile de s'en procurer, voire il est facile d'en récupérer. Donc tout est certainement lié là pour le coup. Alors depuis donc bientôt 3 ans, effectivement, la Russie et l'Ukraine se déchirent. Quelle issue vous voyez à ce conflit ? Comment est-ce qu'on pourrait y mettre fin ? Est-ce qu'il faut être dans cette logique jusque-boutiste de défendre l'Ukraine ? La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Ukraine peut encore gagner ? C'est une bonne question. J'ai rédigé une tribune. Alors, je suis désolé, c'est un média écrit qui est le point sur ce sujet-là, qui s'intitule « La victoire de l'Ukraine est-elle encore possible ?» Je ne crois pas que la victoire de l'Ukraine soit encore possible, malheureusement pour l'Ukraine. Je crois qu'il est temps d'arriver à une solution négociée. Mais pour cela, pour arriver à une solution négociée, faut-il que l'Ukraine ne capitule pas. Maintenant, aujourd'hui, et c'est ce que je dis un peu dans cette tribune, c'est que en fait, on aide l'Ukraine à tenir, mais on n'aide pas l'Ukraine à gagner. Et donc, en fait, on fait durer cette guerre. Cette guerre, permet à l'industrie américaine de marcher de manière très très positive. En fait, cette guerre finalement alimente à la fois l'économie américaine, mais aussi l'économie chinoise. Et on voit bien que les deux grands gagnants de cette guerre, ça n'est pas l'Europe, mais c'est bien les États-Unis d'Amérique et c'est bien la Chine. Donc on voit bien derrière que pour mettre fin à cette guerre, il faut pousser les Russes à rentrer en dialogue. Or, les Russes aujourd'hui, ils veulent quoi ? Ils veulent la capitulation, ils veulent la neutralisation de l'Ukraine. Tout ça, c'est un dialogue, mais où est passée la diplomatie française ? Est-ce que la diplomatie française, on ne l'entend pas. Où est passée la diplomatie européenne ? Alors, je ne veux pas que l'Europe prenne la main et soit souveraine dans ce domaine-là, mais en tous les cas, l'Europe, avec le poids des pays européens, devrait pouvoir être entendue. Or, on ne l'entend pas.
Qui parle aujourd'hui? Qui parle d'une fin de la guerre? Personne en réalité. Alors, il y a sans doute en sous-main, il ne faut pas se leurrer, des dialogues qui se passent via des services de renseignement ou via une diplomatie un peu parallèle. Mais en tous les cas, il est nécessaire de rentrer dans un dialogue. Ça fait plus de 2 ans et demi, l'Ukraine va rentrer dans son 3e hiver de guerre. Les Russes veulent détruire toutes les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Donc, il est temps, en effet, que cette guerre s'arrête. Cette guerre appauvrit non seulement l'Ukraine et bien sûr la Russie, mais également l'Europe. Donc par les voies diplomatiques, on l'a compris, et pas par l'envoi de troupes supplémentaires. Absolument. Vous avez parlé effectivement du salon Euronaval qui s'ouvre aujourd'hui, auquel vous allez vous rendre. Donc le premier salon mondial du naval de défense dans un contexte géopolitique tendu. On va dire un mot justement de ce qui se passe en Israël-Palestine au Moyen-Orient. Concernant le salon Euronaval, et c'est vrai qu'à la demande du gouvernement, les organisateurs du salon avaient indiqué l'interdiction des exposants israéliens, ce qui avait fait couler quand même beaucoup d'encre. Mais la justice française a invalidé cette décision et a donné raison à Israël. Donc les exposants, enfin les Israéliens pourront exposer donc dans le salon. Comment est-ce que vous expliquez cette position de la France? Est-ce qu'elle était justifiée? Elle est incompréhensible de mon point de vue. Incompréhensible parce que Israël est un pays qui se défend face à une agression qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Face à, alors ça c'était le Hamas, mais le Hezbollah qui est installé au sud du Liban également les agresse depuis le 8 octobre 2023 en tirant des roquettes tous les jours. On voit bien que les Houthis également qui tirent des missiles et des drones depuis le Yémen, et on voit bien également l'Iran. Donc Israël est un pays qui se défend. Donc je ne comprends pas pourquoi les industriels israéliens n'auraient pas le droit d'exposer. Même si, en effet, en termes de concurrence, les industriels israéliens sont des concurrents directs des industriels français. Mais c'est pas pour autant dans un contexte, c'est-à-dire non pas de mondialisation, mais en tous les cas dans lequel le commerce est mondial, pourquoi ces exposants n'auraient pas le droit d'exposer sous des prétextes, de mon point de vue, fallacieux. Je ne comprends pas, par exemple, la position d'un Emmanuel Macron sur sa position vis-à-vis d'Israël, lequel Emmanuel Macron demandait le 8 octobre 2023 de créer une coalition anti-Hamas, et un an plus tard dit à Israël qu'il faut arrêter la guerre, et que, etc., etc. Donc en fait, on voit bien cette espèce de disposition dans l'esprit du président de la République française d'un en même temps, dont on voit bien que ça amène dans le mur. Donc je pense que vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des industriels israéliens, il est nécessaire en effet qu'ils puissent exposer, comme en expose d'autres. Je pense qu'il y a des Chinois qui exposent. Pourtant, les Chinois, on voit bien la problématique des Ouïghours, on voit bien la problématique des droits de l'homme, et il y a d'autres pays qui exposent. Donc en fait, on voit bien qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je ne comprends pas cette position, en effet, vis-à-vis des industriels israéliens. C'est vrai que Emmanuel Macron ne s'est pas rendu, par exemple, ça fait peut-être partie du même ensemble, mais à la marche contre l'antisémitisme, il n'a pas réagi non plus à la mort de Hassan Nasrallah, quand même, le leader du Hezbollah libanais. Est-ce que c'est pas donner, d'une certaine manière, des gages à la gauche? Si, mais on voit bien que derrière ça, Emmanuel Macron, c'est comme quand il voyage au Maroc avec des gens qui sont quand même condamnés par la justice, avec un certain monsieur Bellatar. Donc en fait, on voit bien derrière qu'effectivement, il cherche à préserver tout, c'est-à-dire c'est son en même temps permanent. Or, en politique, on ne fait pas de politique avec des bons sentiments, et on ne dirige pas un pays avec des bons sentiments, et on ne fait pas de politique en cherchant à tout en même temps, tout et son contraire. Et c'est un peu la politique, et on voit bien où ça a amené la France. La France a 1 000 milliards de dettes en 7 ans grâce au président Emmanuel Macron. Donc on voit bien où on en est aujourd'hui. Donc ça ne fait pas une politique, ça ne fait pas une stratégie pour un pays, et ça ne donne pas un cap. Vous avez parlé pour Israël d'agresseurs et d'agressés. Est-ce que le droit d'Israël à répondre doit justifier pour autant, par exemple, les frappes au Liban? Est-ce que c'est proportionné pour vous? C'est très compliqué. C'est ce que disait le général de Gaulle. Je vole vers l'Orient compliqué avec des idées simples, mais c'est très complexe parce qu'en fait, que se passe-t-il au sud Liban? En fait, le Liban a laissé le Hezbollah s'installer au sud du Liban. Or, la résolution 1701 de l'ONU disait que le Hezbollah devait s'installer au nord du fleuve Litani, en fait, qui est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière sud. Ce qui, effectivement, aura empêché cette confrontation directe entre le Hezbollah, qui a pris le pouvoir au Liban, ne nous leurrons pas. Le Liban est faible, malheureusement. Quand on discute avec nos amis libanais, on voit bien la difficulté aujourd'hui avec ce chiisme, cet arc chiite qui part de l'Iran, qui traverse l'Irak, la Syrie, avec les Alaouites, en particulier de Bachar el-Assad, et le Hezbollah. Donc derrière, c'est un combat à la vie et à la mort, j'allais dire, d'Israël. Depuis le 7 octobre, en fait, Israël ne veut plus avoir de menaces directes à ses frontières. D'où l'éradication
du Hamas, d'où la volonté d'éradiquer le Hezbollah, d'où la volonté d'éradiquer les Houthis, et derrière d'affaiblir définitivement l'Iran pour que l'Iran soit incapable de continuer à soutenir ses proxys qui font la guerre et qui veulent la destruction d'Israël. Quand on voit dans les livres qui sont dans les livres c'est-à-dire palestiniens, qu'apprennent les petits Palestiniens, ils apprennent qu'il faut détruire Israël. Donc en fait, si vous voulez, il y a un vrai combat à la vie, à la mort dans cette région du monde, malheureusement, cette terre sainte, dans laquelle, pour Israël, c'est une question véritablement de survie. Alors malheureusement, la population gazaoui en subit les frais, malheureusement, la population du Sud-Liban en subit les frais, mais la cause initiale, c'est qui ? C'est bien le Hamas, c'est bien le Hezbollah qui veulent la destruction d'Israël et qui poussent cette population à être contre Israël et à faire la guerre pour Israël. Quand on voit les cris de joie des Gazaouis après l'attaque du 7 octobre 2023, on se dit mais waouh ! Alors que c'était des massacres comme jamais on avait connu depuis fort fort longtemps. Donc en fait, oui, il y a vraiment dans cette situation une opposition telle que chacun veut détruire l'autre. Et je pense qu'un jour, il faut quand même arriver en effet à un cessez-le-feu, mais ce cessez-le-feu n'arrivera que lorsque les otages auront été libérés. Parce que c'est vrai qu'on a tout de même l'impression que la survie d'Israël entraînerait la mort du Liban, puisque au-delà du sud du Liban, quand même, l'ensemble du pays est touché, jusque sur les frontières syriennes, dans la Beka au nord-est, ou même Beyrouth et les civils aussi. Éradiquer d'une certaine manière le Hezbollah entraîne le chaos dans tout le pays, quoi. Alors on n'éradique pas malheureusement une idéologie. Or, le Hezbollah, comme le Hamas, c'est une idéologie. C'est vrai qu'il faudra que ça cesse. Mais pour que ça cesse, en effet, on voit bien l'ONU aujourd'hui ne pèse rien. Un Gutiérrez est prêt à toutes les vilainies, j'allais dire. Il était auprès de Poutine et après il va critiquer Poutine. Vous voyez ce que je veux dire ? L'ONU ne pèse plus rien. C'est en ça où la diplomatie française, on ne l'entend pas, la diplomatie au niveau de l'Europe, le poids de l'Europe, que pèse l'Europe aujourd'hui dans le concert des nations ? Et c'est là où je dis que l'Europe doit renforcer sa défense, car si on veut peser, il faut montrer qu'on est fort. Or aujourd'hui, malheureusement, l'Europe est faible. Comment fait-on entendre finalement, on est écouté lorsqu'on est craint. Et on voit bien derrière que les États-Unis aujourd'hui sont de moins en moins craints parce qu'ils sont commencés à se retirer. Vous savez, c'est l'isolationnisme américain qu'on a connu au cours de la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on vit encore dans un monde qui est organisé après la victoire des Alliés en 1945. Et un grand nombre de pays ne veulent plus de cette organisation mondiale. Ils veulent cette domination occidentale, ils n'en veulent plus, ils veulent leur propre domination, et c'est à travers l'organisation des BRICS en particulier. Mais oui, l'Europe doit renforcer sa défense pour pouvoir peser dans le concert des nations. D'autant plus qu'il y a une certaine caisse de résonance pour la France, puisqu'on le voit bien, l'importation de ce conflit jusque dans nos rues, jusque dans nos facs. Est-ce que, d'une certaine manière, la défense d'Israël, c'est derrière défendre, lutter contre l'entrisme islamique qui nous touche évidemment nous en France, et donc qu'est-ce qu'on doit faire, quelle doit être la part, l'appui de la France justement si les deux sont liés pour vous? Alors il me semble que en effet, en allant en Israël, on se rend bien compte que finalement c'est un peu le pion avancé de l'Occident, parce que le monde moyen-oriental considère que Israël, au-delà d'être un pays de confession juive, est également un pays occidental. Et ils vivent à l'occidental très, très nettement. Donc ils luttent contre cet islam, non seulement cet islamisme, mais cet islam politique issu du frérisme musulman, qui cherche à instituer de manière douce et doucereuse son idéologie et cherche à nous l'imposer. Donc effectivement, si les Français ne se réveillent pas face à cette volonté d'entrisme et cette volonté de nous imposer leurs propres lois, leurs propres règles, eh bien un jour on se réveillera, mais ça sera trop tard. Donc soit effectivement il faut montrer un certain courage, une certaine fermeté. Le courage, c'est sans doute ce qui manque le plus aujourd'hui à nos hommes politiques, cette fermeté, ne pas oublier d'où l'on vient et où l'on veut aller. Quel est aujourd'hui l'endroit où on veut aller défini? Personne ne définit ça. Il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de vision lointaine et haute. On oublie nos racines. Quand j'entends un président de la République qui dit qu'à l'Andalous, c'était un temps de dialogue entre chrétiens et musulmans, mais de qui se fout-on? Pardonnez-moi cette expression, à l'Andalouse, mais ça a été la couperet est tombée sur les chrétiens qui vivaient en Espagne. Et si Charles Martel, pardon de revenir aussi loin dans l'histoire, mais se bat contre les musulmans à ce moment-là,
c'est bien en effet, c'est une question de survie. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc et quand j'entends un président de la République qui dit que la France a commis des crimes contre l'humanité pendant la colonisation, mais attendez, c'est renier sa propre histoire. Donc dès lors qu'on oublie ses racines, dès lors qu'on oublie d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on va. Et on ne peut pas savoir où l'on va. Et c'est tout le problème de la France, c'est tout le problème de l'Europe aujourd'hui, qui est un pays de culture judéo-chrétienne et, j'allais dire, de culture également gréco-latine. Donc on voit bien que c'est ça ce qui fait la force de notre continent, ce qui fait la force de notre pays, la France. Et certains ont tendance à l'oublier, certains veulent même, non pas l'oublier, mais veulent l'évacuer. Et c'est ça qui est grave. Oui, on comprend bien qu'en tout cas, ce n'est pas la laïcité brandie à tout va qui pourra lutter efficacement contre l'islamisme qui s'installe en France. Alors, un mot des élections américaines, puisque demain a lieu effectivement, c'est l'élection la plus importante, on peut le dire, de cette année 2024, outre les européennes pour vous évidemment, mais le monde entier a les yeux rivés sur les États-Unis. Quel impact aurait leur victoire pour l'Europe et la France entre Donald Trump et Kamala Harris dans les conflits actuels dans les conflits actuels d'abord, effectivement. Alors je reste sidéré par ce regard permanent qu'ont tous nos médias sur les élections américaines, depuis 2 mois, 3 mois, voire plus, comme si effectivement le résultat de l'élection a des conséquences très lourdes sur la France, et comme s'il n'y avait pas d'autres points d'intérêt de ce qui se passait en France. On parlait tout à l'heure du trafic de drogue, ça me paraît beaucoup plus dangereux pour nous que le résultat d'élection d'un Trump ou d'une Kamala Harris. De mon point de vue, ça ne changera pas grand-chose pour nous, Européens. Si vous voulez, l'isolationnisme dont je parlais, américain, dont je parlais tout à l'heure, a commencé avec un Barack Obama qui refuse d'aller bombarder la Syrie après l'utilisation d'armements chimiques en 2013. Donc en fait, c'est pas un Trump qui parle d'isolationnisme. Ça commence par Barack Obama. Et quel est le seul président américain qui n'ait pas déclenché de guerre c'est Trump. Tous les présidents démocrates ont déclenché des guerres. Donc en fait, derrière ça, je crois qu'il faut arrêter d'avoir des images toutes faites. Alors oui, je ne suis pas pro-Trump du tout. Je dis simplement qu'en plus, il a des sorties complètement délirantes. On ne mesure pas la violence d'abord de la population américaine. D'abord, souvenons-nous de la conquête de l'Ouest. C'est une population qui vit armée. C'est une population dans laquelle il y a des gens qui tirent dans les lycées, etc. Mais ça ne change rien, en fait. Les gens continuent à acheter de l'armement, continuent à s'entraîner, à avoir des armes lourdes, des armes de guerre. Donc c'est une population extrêmement violente. Il ne faut pas que cette violence arrive en Europe, je ne le souhaite pas. Donc je ne pense pas que ça ait beaucoup de conséquences. Un Trump a annoncé effectivement qu'il ferait la paix en Ukraine. Attendons de voir. Une Kamala Harris visera exactement la même chose parce qu'en fait la population américaine ne veut plus payer pour les Européens. En fait, je crois que c'est ça qu'il faut voir, ne veut plus payer la défense des Européennes. Et en quoi d'ailleurs 350 millions d'Américains seraient chargés de la défense de 450 millions d'Européens. Et c'est en ça où je dis que l'Europe doit se réveiller, c'est en ça où je dis que l'Europe doit renforcer sa défense, parce que nous sommes une espèce de pot de miel au milieu du monde, c'est-à-dire une population qui vit bien, qui est plutôt riche, même s'il y a des pauvres, je ne le nie pas du tout, mais en tous les cas, le niveau de vie a largement monté en Europe. Et c'est ça qui est visé. Donc derrière l'élection américaine, je pense qu'il est temps, en effet, que l'Europe ait sa propre vie, que les pays européens aient leur propre vie, sans tenir compte des États-Unis d'Amérique, même si nous sommes liés parce que nous appartenons à la même civilisation qui est, comme je l'ai dit, judéo-chrétienne et d'origine gréco-latine. Et parce qu'au-delà de la défense dont on parlait à l'instant, c'est vrai que par exemple la victoire de Kamala Harris, idéologiquement, pourrait avoir un impact peut-être fort sur nos sociétés. On l'a dit, plus radical que Joe Biden en termes de wokisme par exemple, ou de racialisme. Est-ce que ça c'est une dimension justement qui pourrait fortement nous impacter et qui vous inquiète vu l'état effectivement de nos sociétés? Il nous reste une petite minute. Alors ça m'inquiète parce que d'abord je suis effectivement contre le wokisme. Maintenant, attendons de voir. C'est-à-dire que comme tout candidat à une élection, ils ont des axes. Maintenant, ensuite, dans la réalité du pouvoir, bien souvent les choses changent. Et puis derrière, il y a toute une administration qui change beaucoup moins vite que ce qu'annoncent les politiques. Donc c'est en ça où je pense que les administrations, j'allais dire, tempèrent un peu les volontés parfois un peu délirantes de certains hommes ou femmes politiques. Et c'est en ça où, de mon point de vue, attendons de voir l'élection, mais je reste persuadé que Kamala Harris ne fera pas du wokisme complètement et qu'un Trump ne sera pas totalement délirant comme certains médias annoncent qu'il le sera. Donc je pense qu'il faut raison garder, buvons frais et regardons ce qui va se passer. Et en effet, je pense qu'il faut d'abord, restons français
et en étant français, restons également européens. On va finir sur ces mots, Christophe Gomart. Merci Général, vous êtes député européen Les Républicains et ancien directeur du renseignement militaire. Merci d'avoir participé à ce grand entretien politique sur Ligne Droite.